Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Autant pour la politique provinciale que fédérale, il se fait un devoir de venir les analyser environ une fois par mois. Alors, mesdames et messieurs, Damos, mon analyste politique, monsieur Jean-Louis Carrigan. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Jean-Louis, on va parler du budget. On va commencer avec le budget parce que on a enfreint une loi qui était la loi sur les déficits. On l'a enfreint. Et je pense que le gouvernement de M. Charest a enfreint. En tout cas, je pense qu'il s'amuse. On ne peut pas dire qu'il s'amuse, sauf que il a déjà fait des choses qui aujourd'hui repoussent, met de côté. En tout cas, si on parlait du budget, est-ce que, d'après vous, Jean-Louis, ce budget-là, c'est un bon budget? Parce qu'on est en crise économique. Ah, voilà. Disons que dans d'autres situations, ce ne serait pas nécessairement un bon budget. Puis dans la situation actuelle, au niveau des investissements, au niveau des infrastructures, à titre d'exemple, c'est, dans le fond, de mettre les gens en emploi. Ça devient un bon budget dans une situation de crise. En d'autres temps, il serait fort discutable. Pourquoi je dis un bon budget? Il faut regarder un budget par rapport à nous et par rapport aussi à l'ensemble de ce qui se passe. Exemple aux États-Unis, en Ontario, au niveau du fédéral, en Europe, exemple, que ça, on pourrait peut-être faire une émission, par exemple, qu'est-ce qui se passe au niveau de la récession au niveau de l'Europe. Donc, il faut que tu suives une machine. Il faut que tu suives qu'est-ce qui se passe alentour. C'est donc dire, Jean-Louis, qu'en temps de crise, il ne faut pas fermer les vannes, mais il faut les ouvrir. C'est un peu ce que tu viens de dire. En tout cas, c'est ce que les économistes, c'est ce que les analystes économiques parlent. Alors, est-ce que c'est normal? On parle d'un déficit de 3,9 milliards en 2009-2010. On parle que l'on prévoit 4,8 milliards en 2010-2011, ce qui fait un déficit de 8,7 milliards pour les 2 prochaines années. Et on parle de 2012-2013 qui pourrait atteindre aussi 6,1 milliards. Là, on joue autour de 15 milliards de déficit pour les 3 prochaines années. La loi sur l'équilibre budgétaire, je disais en début d'émission, on s'en fout éperdument. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On la défait, point, puis on recommence demain matin? Oui, c'est cette partie-là, si on prend individuellement, qu'est-ce qui se passe, puis qu'on ne regarde pas alentour, on arrive à des conclusions comme ceux-là. Par contre, ces déficits-là, c'est pas nécessairement qu'on fait un déficit qui m'intéresse. Il faut le payer. C'est qu'on crée de l'emploi, puis il va falloir... Oui, exactement. À un moment donné, il faut le payer. En quelle année, à peu près, qu'on va pouvoir effacer ces déficits-là? Vous savez, on a, ici au Québec, puis un peu partout, quand on crée quelque chose, ça devient quasiment quelque chose de permanent. Et les habitudes, c'est pas vraiment facile à corriger. Donc, est-ce qu'en 2011 ou 2012 ou 2013, les gens vont être prêts à payer le déficit qui a été créé? Bon, mais là, je vais vous donner un exemple. Oui, okay. Je vais vous donner un exemple. Un temps de crise, qu'est-ce que ça suppose? Prenez un jeune couple, par exemple. Il s'endette pour sa maison. C'est à ces âges-là qu'on achète une maison. C'est à ces âges-là qu'on parle à l'avenir. Sauf que... C'est pas à mon âge qu'on achète une maison. Sauf que moi, j'ai quelqu'un de très près de moi qui m'a toujours dit, Gaby, quand on achète une maison, on ne s'endette pas, on fait un placement. Mais en tout cas, on emprunte, hein? Oui, exactement. Non, mais c'est quand même vrai. La crise mondiale, c'est provoqué aussi par un surendettement. C'est sûr. C'est certain. Donc, à ces mots-là, les gens ont trop investi. C'est pas vraiment vrai. Non, c'est sûr que c'est... Parce que, en tout cas, on n'ira pas là, directement dans le sujet parce que c'est pas ça. Sauf que oui, les gens, on veut aujourd'hui, et il s'est très bien dit, Jean-Louis, c'est pas à nos âges, à nous autres, qu'on va s'acheter une maison. Là. En tout cas, la banque qui va me prêter 200 000 pour acheter une maison sur 40 ans, je suis pas sûr qu'elle fait un bon placement. Bien, je pense que le gérant de crédit va avoir des comptes à rendre, si jamais ça arrive là. Moi, il y a une chose dans ce budget-là, Jean-Louis. On pèle tout ça en 2011. Ouais. Hausse de la TVQ de 1 qui va passer de 7,5 à 8,5 Indexation des tarifs gouvernementaux. On a commencé, mais
les principales augmentations des tarifs, ça va être en 2011. Pourquoi qu'on pilte tout ça en 2011? C'est-tu parce que là, on va avoir oublié un peu 2009? Bien non, quoi, là? Non, je ne penserais pas. C'est parce que dans la situation actuelle, je pense qu'il faut susciter des gens disons, à dépenser, à créer aussi cette richesse-là. C'est pas le temps de commencer à taxer ou d'augmenter les coûts comme tels, là, dans ce sens-là. Il faut redonner confiance. Il y a juste Hydro-Québec qui peut se permettre ça, lui, là. Je vais revenir à l'Hydro-Québec. On en parlera tantôt. Oui. Parce que on va le garder pour la fin parce que ça se peut qu'on le choque. Fait on va faire attention. Mais il y a une chose, là, par exemple, Jean-Louis. La dette en 2008, 148 milliards, ou à peu près, là. Oui. Et puis, elle va passer à 170 milliards en 2011. Mais il y a une chose qui est vraiment frappante. Moi, là, ce n'est pas qu'elle passait de 125 à 148 là, en 2008-2009. Mais il y a une chose, quand même, qui reste frappante, c'est que lorsque le gouvernement Charest a pris le pouvoir en 2003, la dette était de 72 milliards. Elle a, entre 2003 et 2008, elle aura doublé. Est-ce que c'est normal parce qu'on n'a pas été en crise financière tout ce temps-là? Non. Non, effectivement, au niveau de la dette, il faut faire attention au niveau de la dette. La dette, ça va aussi, il faut comparer avec le pouvoir d'achat. Et aussi au niveau des infrastructures. Vous regardez, quand on dit, bon, ben écoute, nos ponts tombent, les routes, ceci, ça, c'est des infrastructures. Il y a eu un paquet d'années, beaucoup d'années, où il n'y a pas eu d'investissement là-dedans. Donc, c'est un peu comme votre réparation de maison qu'on parlait tout à l'heure. Si vous êtes 5 ans, 6 ans sans faire une couche de peinture, sans réparation, tout d'un coup, au lieu de dépenser 5 000 par année, bien, vous allez dépenser 25, 30 000 la même année. C'est sûr. Et c'est là, actuellement. Autrement dit, on est peut-être en train de recorriger nos infrastructures. Et ça, c'est des sommes absolument oui, mais c'est justement, c'est que pourquoi que de 2003, on commence à en mettre là, sur les infrastructures depuis maximum 2 ans. Alors, c'est donc dire qu'on aurait été 4-5 ans où on n'aura absolument rien mis. Je pense que plus que 4-5 ans, je pense que je parlais d'une dizaine d'années. Oui, mais moi, je parle de partir, mettons, de 2003, là, OK? À partir de 2003, je ne veux pas taper sur la tête du gouvernement Charest, là. C'est pas rien que ça. Sauf que, tout d'un coup, on s'aperçoit que tout tombe en ruine. Alors là, ça presse, on investit, on en met. C'est ça. Et accélérer, parce que la crise qu'on vit actuellement, on était capable de la prévoir il y a 2, 3, 4 ans. Oh oui, sûrement. Donc, les investissements qui ont eu lieu depuis les chiffres que vous avez mentionnés, depuis à peu près 3-4 ans, disons qu'il y a des gens qui ont commencé à prévoir, on dit, écoute, si on n'y va pas au niveau d'infrastructure, on manque le bateau. On y va, on va investir tout de suite de façon à ce que le jour où on sera en pleine récession, c'est pas le temps de dire, oui, on va investir, parce que vous savez qu'on fait bouger un grand navire comme l'État, ça prend quelques années. Aujourd'hui, je dis, bon, ben là, écoute, on est en récession, il faut faire quelque chose. Ça va aller dans 3 ans. L'idée d'avoir préparé la chose, c'est pas nécessairement mal. Je regardais, quand j'étais en voyage, il y a quelque temps, les milliards promis par l'administration Obama sont pas tombés encore. Ils vont sortir. Non, c'est ça. Mais ça fait quand même plusieurs mois qui sont avertis, qui sont annoncés. Donc, l'administration, c'est sûr qu'il y a eu un changement de gouvernement américain. Mais en septembre, ça aurait été le temps de les annoncer pour que là, qu'on puisse être en pleine correction de cette économie-là. Oui, exactement. Parce que ce qui fait, Jean-Louis, si vous me permettez, ce qui fait l'énorme différence, quand on regarde dans le budget du Québec, en mars 2008, budget équilibré, dépenses, revenus, 64,5 milliards. Et où il y a une énorme différence quand on regarde les revenus de mars 2009, 62,5 milliards versus dépenses, 66 milliards. Pourquoi cette différence énorme-là entre les deux? C'est ça. Est-ce que c'est sûr qu'il rentre moins d'argent dans l'État à ce moment-là? Parce qu'au niveau de la dépense, si la dépense est le même qui rentre moins d'argent, bien, c'est là qu'arrive. Tu sais, dans le fond, si le gouvernement était une entreprise ou une famille ou une personne comme vous et moi, il rentre moins d'argent, je dépense moins. Il serait supposé. C'est supposé. C'est sûr. Mais l'État, c'est pas comme ça. Demandez-moi pas pourquoi, je ne le sais pas, mais l'État, c'est pas comme ça. Il y a des conventions collectives, il y a des dépenses de prévues, il y a tout ça, dans le fond. J'ai l'impression que la seule chose qui est gelée pour le gouvernement, c'est les dépenses. Les revenus sont aléatoires. Oui, exactement. Ça, c'est sûr. Donc,
C'est pas facile d'analyser un budget de gouvernement, hein? Une autre, non, c'est sûr. Une autre question, moi, que j'aimerais vous poser, Jean-Louis, c'est que un déficit de 3,9 milliards, là, on va reculer un petit peu, là. Si on avait amassé la fameuse baisse de la TPS de 1% du fédéral, si le Québec l'aurait pris, on aurait eu 1, quelques milliards de plus dans les goussets. Si on n'avait pas donné 900 millions en baisse d'impôts, parce que réellement, il faut être objectif que ce 900 millions-là, est-ce que ça a apparu dans vos poches, puis dans les miennes, puis dans les poches de tous ceux qui travaillent? Je ne pense pas que ça a apparu beaucoup. Alors, si on met 1,2 plus 900 millions, c'est 2,1 milliards. Peut-être que le déficit, au lieu d'être 3,9, pourrait être autour de 1,5. Est-ce que mon raisonnement est bon? Selon moi, non. OK. Allez-y et dites-moi pourquoi. Je vais vous parler des baisses d'impôts. Okay. Je reviens toujours là-dessus. Oui. Les baisses d'impôts de 900 millions, vous dites, bon, écoute, c'est peut-être, vous aviez dit une dernière entrevue, c'est 200-300 $ par individu. Possible. Pour ceux qui payent l'impôt. Oui. Il faut se rappeler toujours qu'au Québec, il y a un grand nombre de personnes ou d'individus qui ne payent pas d'impôts. Il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Qui ne payent pas d'impôts et c'est ridicule. Bon. Tout simplement. À ce moment-là, le 200-300 $, exemple que vous avez eu en baisse d'impôts. Prenons ça. Prenons entre nous. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait avec le 200 $? Je ne m'en suis pas aperçu. Je ne l'ai pas mis à la banque, hein? Non. Vous l'avez dépensé immédiatement. Donc, il y en a 50 de cet argent-là qui est allé à peu près en impôts, qui est retourné dans les poches du gouvernement, et d'autres qui ont permis de faire rouler l'économie en même temps. Et c'est là, les baisses d'impôts, si le montant était assez fort de façon à ce que, s'il y avait une baisse d'impôt de 5 000 $, moi, je mettrais 5 000 $ à la banque. Bien, 200 $, je le dépense tout de suite. Oui, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que la baisse d'impôt permet même aux jeunes couples de dépenser davantage et souffler davantage. Et c'est les gens qui contribuent, la classe moyenne qu'il faut commencer à penser. Jusqu'à un certain point, Jean-Louis, je suis d'accord, oui puis non. Mais qu'on touche, par exemple, aux paradis fiscaux, ça, c'est une autre affaire. On reviendra sur le G20 là-dedans. C'est ça, il faut faire une émission là-dessus. Et c'est là qu'il y a la grosse argent. C'est pas... Il faut soulager. C'est ça qui est, excusez l'expression, mais c'est ça qui est royalement écœurant. Oui. Tout simplement. Le simple travailleur qui s'arrache pour arriver, pour faire vivre sa famille, lui, il est égorgé, il y en a jusqu'ici, il n'y a aucun paradis fiscal. Cette personne-là, elle n'en a pas. Donc, vous mais êtes le d'accord gros avec moi? financier, oui, jusqu'à un certain point. Il y a deux sortes qui ne payent pas d'impôts. Oui. Ceux qui ont des paradis fiscaux, oui. l'argent au noir et compagnie, il y en a beaucoup. Là. Et ceux qui ne paient pas d'impôts. Donc, on est toujours sur le dos de la classe moyenne. Classe moyenne. Ah, ça, c'est sûr. Et sauf qu'on leur permette une fois de souffler, même de 200 $, et qu'on arrête de dire le 900 millions, si on avait été chercher ailleurs... C'est parce que moi, ce que je veux dire, c'est que prenons le couple qui a eu peut-être 200 ou 300 $ de moins d'impôts à payer. Je veux dire par là, il n'a pas pris 300 pièces puis il est allé au magasin avec puis il l'a dépensé. Non, ça, c'est pas vrai. L'affaire qu'il y a, on est d'accord. L'affaire qu'il y a, c'est que s'il n'y avait pas eu ce 200 à 300 $, est-ce que ça l'aurait empêché d'aller acheter une paire de bottes à son enfant, etc.? Tu sais, c'est imagé, là, ce que je dis. Il l'aurait acheté pareil. Okay. Sauf que tu me parles du retour au gouvernement. Je vais vous pousser le raisonnement à l'inverse, plus loin. Le 900 millions, OK, on ne l'a pas baissé, on a baissé notre déficit de 1 milliard. Mettons 1 milliard de baisse d'impôts, on a baissé notre déficit de 2 milliards. Pensez-vous que ces mêmes familles-là, au lieu de lui donner une baisse d'impôts, écoute, c'est pas grand-chose, on va les imposer de 100 $ davantage. Écoutez, 100 pièces, c'est pas ça qui va les empêcher d'acheter des bottes pour les petits-enfants. Sûrement pas. On aurait baissé notre déficit à 1 milliard. Et on continue comme ça. Et on continue comme ça. C'est sûr qu'on tape toujours sur la classe moyenne. C'est là que je dis, écoutez, arrêtons de taper toujours sur la classe moyenne, permettons-leur de souffler et allons chercher dans les deux autres extrémités. Bien, premièrement, on pourra aller chercher qu'est-ce que c'est que le fédéral doit au provincial. C'est un autre... On parle de 4 quelques milliards, là, aujourd'hui. Ça ferait du bien, par exemple, d'aller le chercher. Si on regarde en même temps notre déficit, au niveau de la province, on est quand même 7 millions d'habitants. On regarde les compagnies pétrolières.
Notre déficit, ils font ça quasiment en profit par mois. Oui, ça, je le sais. Non. Là, on n'embarquera pas OK. ces pétrolières parce que Mais là, on va choquer, là. Je vous donne des indices où aller chercher potentiellement C'est sûr, l'argent. c'est certain. libérons. Alors, est-ce qu'on a un gouvernement qui craint les grosses entreprises qui peuvent, entre parenthèses, peut-être fournir dans une petite caisse spéciale? Ces entreprises-là, une grosse partie, au niveau des compagnies pétrolières, bon, ben là, écoute, on parle, par exemple, en Alberta, eux autres en ont profité. Disons, au Québec, si on revient sur le budget québécois, c'est un petit peu différent. Mais vous comprenez pourquoi mon acharnement au niveau, je veux dire, des baisses d'impôts. Pas couper de dire que la classe moyenne ne paiera pas d'impôts, c'est pas ça que je veux dire. Permettons-leur de souffler. Permettons à notre classe moyenne, des jeunes familles, de souffler, d'investir davantage et de se donner des moyens de préparer leur retraite. C'est surtout là. Et vous disiez tout à l'heure que notre 40 quelques pourcents, que je dirais quasiment 49 des gens qui ne baissent pas d'impôts, vous dites qu'il y en a trop. C'est sûr, c'est certain. Mais si la classe moyenne soufflait davantage, peut-être qu'on pourrait dire maintenant de baisser de 49 à 40 des gens qui Alors, payent on pas pourrait d'impôts. faire souffler la classe moyenne à ce moment-là. On pourrait Voilà. peut-être enlever un petit sourire dans la classe des paradis fiscaux. À ce Voilà. moment-là. Voilà. Alors, c'est sûr qu'on C'est pourrait pas en évident, parler. hein, c'est pas évident. On pourrait en parler beaucoup. Si on était meilleur qu'on est, on ne serait probablement pas ici. Là, je dirais quelque chose, mais on va passer au autre. OK. Jean-Louis, on va aller avec la caisse de dépôt et de placement. Bon, là, on est fâché, tout le monde, et avec raison. On a une perte de... On 30 parlait milliards? en chiffron, 39,8 milliards. 39,8. OK, 39,8. On va dire que 40 milliards. Puis Mme Forgette qui s'est fait questionner pendant à peu près 2 heures pour à peu près là, répondre. Vous poserez la question au conseil d'administration de la Caisse de dépôt. Ouais. Puis, depuis ce temps-là, c'est le calme total. C'est le calme plat. C'est 40 milliards qu'on a perdu dans notre bas de laine. On va avoir froid aux orteils l'hiver prochain, je vous le jure, si on n'a pas déjà froid aujourd'hui. On a perdu 40 milliards dans le bas de laine des Québécois. Ça, c'est vous, ça, c'est moi, c'est de beaucoup de personnes. C'est la Régie des rentes, c'est la SAC, c'est la SAC. On peut en mettre beaucoup. On était outrés, comme on dit. On n'en a plus parlé. Il y a beaucoup de choses qui durent 2 semaines. Il y a beaucoup d'événements qu'on oublie Puis, facilement. je vais juste revenir sur le jeu. Après ça, je vais vous laisser aller. On a été choqués, on a été outrés, mettez le qualificatif que vous voulez. On a été tellement choqués après Mme Lise Thibault, l'ex-gouverneure générale du Québec, qui a dépensé quelques 700 000 $, manquait quelques reçus au travers. On voulait la crucifier, excusez l'expression, tant qu'on était choqués. Puis là, il y a 40 milliards, puis on s'en occupe à peu près pas. Aïe aïe! La Terre appelle la Lune ou la Lune appelle la Terre. Il se passe quoi? Ouais. On fait quoi, Jean-Louis, avec ça? Je vais vous répondre. Puis j'ai pris une citation que j'ai entendue en voyage. C'est ce qui m'étonne le plus actuellement, c'est notre facilité de transformer la vérité et un geste anodin en un scandale. Un scandale en geste théorique et un mensonge en thèse absolue. Puis vous l'avez exprimé tout à l'heure. Madame Forgette, elle n'a pas le choix de défendre cette organisation-là. Et peu importe la ministre ou le ministre il va faire la même chose. Mais oui, Autrement c'est dit, sûr. qu'il va répéter. Peu importe le gouvernement qui soit là, que ce soit au niveau des KISS, péquistes ou autres, ils vont défendre ça. Par contre, au niveau de la Caisse de dépôt, peut-être pas nécessairement... J'ai fouillé un petit peu, je suis perdu. Donc, je n'ai pas vraiment de recette miracle. Et ce qu'on me dit, qu'au niveau du papier commercial, ça, c'est une perte franche, claire et précise. Ça, c'est terrible. Au niveau du papier commercial, on a perdu, je ne sais pas, 10 je ne sais pas de combien de milliards, là. Une dizaine. Entre 10 et 12 milliards. Mais le papier commercial, pourquoi qu'on a pris tant que ça? Ça n'a aucun espèce de montant. Quelle sorte de cloche qu'il y avait dans cette caisse de dépôt-là pour autoriser du papier commercial? On en prend. Ce sont des papiers à risque. Tu risques. Est-ce que vous prendriez votre compte de banque puis dire demain matin, je vais acheter quelque chose qui peut rien me donner peut-être?
C'est complètement... Moi, j'en reviens tout simplement pas. C'est de voir toute cette commercial, histoire-là. c'est bien trop, ça n'a pas de sens. Et on a au niveau de la planète un paquet de fraudeurs. Vous savez, l'autre qui vient de se faire arrêter à New York il y a quelques mois, il y a quelques semaines, de 40 quelques milliards. Ouais, même ils sont rendus à 50 milliards. Ah, il est allé chercher des économies dans les banques, il est allé chercher partout. Donc, et l'autre chose, bien là, il y avait toujours aussi le niveau, outre le papier commercial, bien, il reste que tous les caisses de dépôt ont perdu à un rythme. Mais notre 10 milliards, oui, il nous fait mal, puis pas à peu près. Le reste, bien, écoute, il va être récupéré, et ça, on regarde les teachers au niveau de ontariens qui ont perdu un montant à peu près l'équivalent de... Mais je comprends pas ça. Jean-Louis, je vais vous poser une question. Hein. Vous avez X montant d'argent à la banque, aujourd'hui, OK? Puis, iriez-vous, demain matin, prendre, disons, 75 % de vos actifs que vous avez à la banque, qui est là, puis qui est en sécurité. Puis, iriez-vous prendre 70 % de ces actifs-là puis aller les placer chez Kroger, Domtar, Tembec? Est-ce que vous iriez faire ça aujourd'hui? Même dans la mine de nickel au Nunavik? Non. Puis pourquoi que la Caisse de dépôt l'a fait? Ouais, voilà. C'est ça que je comprends pas. C'est des financiers. Nous autres, on est des petits, même pas financiers. On a un petit peu d'argent, disons, à la caisse. Donc, on n'ira jamais jouer comme ces personnes-là qui sont supposées être des experts financiers. On parle d'experts financiers à la Caisse de dépôt et de placement, puis qui ont joué de même. Je comprends pas. C'est pas vraiment facile, hein? C'est vraiment pas facile. Là, on peut se poser la question, où est l'erreur, là? Où sont les erreurs? Nomination de Michael Sabia. Il n'y a aucune expérience en gestion d'investissement, ni en gestion du risque. On l'a passé, M. Charest, qui a été nommé. Il y en avait qui avait l'expérience avant, il n'y a pas de... Mais moi, je vais vous parler juste très brièvement de Luc Bertrand, entre autres. Je pensais que c'était le candidat idéal, moi, Luc Bertrand, pour aller dans ça. Caisse de dépôt, là, moi, j'ai pas... Je pourrais aller fouiller et vous en reparler la prochaine. Je ne suis pas tellement fort. Mais je vais vous écouter, M. Bertrand. C'est quoi? C'est qui, lui? Bon, c'est un gros financier qui va prendre sa retraite bientôt. Moi, je pensais qu'il prenait sa retraite parce que c'est un gars qui a eu une expérience énorme en gestion d'investissement. C'est un bon Québécois. Je n'ai rien contre M. Sabia. J'ai absolument rien parce que j'aime pas dire que c'est un Ontarien de souche. Ça, s'il fait une bonne job, entre parenthèses, tant mieux. Là, peu importe si on est chinois. La Caisse de dépôt investit partout dans le monde maintenant. Exactement, c'est ça. Ils ont même une partie des actions dans l'aéroport de Londres. Oui, de Londres, Harlow. Oui, c'est ça. Exactement. Fait que c'est ça qui m'a un petit peu... Puis c'est sa nomination. C'est encore une affaire qu'on n'entend plus parler. On a fait un gros... J'ai rien contre M. François Legault, moi, critique des finances au Parti québécois. Mais il a monté aux barricades. Ça a été absolument extraordinaire. Fini. On n'entend plus parler. La nomination de M. Sabia, on n'entend plus parler. Encore aujourd'hui. Ça dure 15 jours. Puis, M. Sabia, là, il dit qu'il était pour lui, c'est que sa prime de départ, puis tout ça, il veut rien. Je crois même il vient d'avoir 21 millions de prime de départ de BCA. On pourrait aller là-dedans, on n'ira pas. Donc, s'il y a eu 21 millions, il n'est pas pire? Ben, il n'est pas pire, ou bien non. En tout cas. Ou bien non, il sait signer des bons contrats. Voilà. Monsieur, mon Dieu, quel temps passé. Hausse d'Hydro-Québec. Bon, hausse d'Hydro-Québec, 1,2 % le 1er avril dernier, et c'était pas un poisson d'avril. Il va y avoir 60 millions de primes qui va se donner. Là, l'émission, nous autres, elle passe le 15 avril. Fait que le 9 avril dernier, il s'est donné pour environ 60 millions de primes à, je ne me souviens pas, 19 000 en tout cas. Quasiment tous les employés, 19 000. Exactement. Dont M. Vandal, M. Thierry. Thierry, lui, est allé chercher 120 000 $. Moi, là, des primes en temps de crise, là, je m'excuse, mais là... Hier soir, j'écoutais, moi aussi, j'avais cette opinion-là. Ben, je pensais à ça. Et j'écoutais un économiste qui parlait hier. Il dit, écoutez, et surtout, il réagissait au fait que le gouvernement américain a voulu taxer ou veut taxer ou imposer 90 % des primes qui ont été données aux grosses compagnies. Et il a sonné une cloche, dans le sens que, dans le cas d'Hydro-Québec, est-ce que ça fait partie d'une convention collective?
Il dit, si c'est un dû promis, payons-le. Ah ben oui, c'est sûr. Pensons à garanti, l'avenir. oui. Parce que c'est Mais les prochaines conventions. Ah, là, on parle la même chose. Je dis, écoute, on ne peut pas dire à l'Hydro-Québec, en tout cas, je verrais mal le gouvernement, peu importe qui, dire, là, est en train de crise, Hydro-Québec, ce que vous avez promis à vos employés, ce qu'on s'est entendu, c'est plus vrai. À ce moment-là, il faudrait le faire pour l'ensemble de la population. Oui, ça, par exemple, sur ce point de vue-là, oui, ça, je suis bien c'est d'accord. C'est ce que je m'attendais. Donc, je suis pas vraiment... Je comprends pas à 17 000 personnes. Il faut que ça fasse partie du genre de convention collective. Au lieu de dire, je te donne 100 000 pièces par année, je te donne un exemple, oui. Je vais te donner 95 000, mais dans 10 ans, quand tu partiras, je te donnerai une prime de 50 000, par exemple. Je vis bien avec ça, moi, là. Sauf que dans 10 ans, il ne faudrait pas me dire, hey, tu as reçu une prime qui est bien trop chère. Parce que ça fait partie d'une entente qu'on a. Est-ce que tous les employés de l'Hydro ont ça? Je ne le sais pas. Je ne sais pas si ça arrive-tu en su, ça arrive-tu... c'est ça qu'il faudrait aller fouiller. Je ne sais pas. C'est pour ça que... Mais ça fait un gros chiffre. Mais ça fait un gros chiffre, c'est parce que les gens... Qu'est-ce que les gens regardent? Et avec raison, les gens regardent le 9 avril, les employés, les 19 000 employés d'Hydro-Québec. Puis je n'ai rien contre ça. Je veux dire, en ce sens que c'est dans une convention collective. On la respecte, bravo. Sauf que ce que les gens, dans leur tête et avec raison... On vient d'avoir encore une hausse de 1,2 %. On est rendu à quoi? 15, 16, 17, 18 là, je pense. Je vais revenir sur la hausse. Et puis, on est égorgé, déjà, parce que, si ma mémoire est fidèle, et je ne veux pas me tromper, mais il me semble qu'au-dessus de presque 500 000 foyers qui ont de la difficulté à rencontrer leur paiement à Hydro-Québec. Puis c'est quand on regarde des primes de même, bien, c'est sûr que... Oui. Tu sais, je pense qu'il... Mais j'ai rien contre les employés, là. Oui, il faut être clair, j'ai rien contre eux autres. Tu sais, c'est sûr qu'au niveau de la population, on peut regarder un par rapport à l'autre, mais si au lieu de donner une prime de 80 millions, exemple, dans l'entente ou dans les conventions collectives à Hydro-Québec, il y avait eu une hausse de salaire de 80 millions, est-ce qu'on en parlerait autant? Non. C'est là la différence. Non, c'est le mot prime. Ouais. C'est le mot prime que les gens... Puis moi, là, êtes-vous d'accord avec ça, Jean-Louis? Ça me fait penser un petit peu... Les primes, moi, là, ça serait... Le dirigeant de Bombardier qui dit, c'est rendu que les entreprises ou les individus qui sont moyens de s'acheter un avion, ça paraît mal. Mais pendant ce temps-là, on a 3 000 emplois de Bombardier qui viennent de partir. Ah ben oui, c'est sûr. Tu sais, à force de vouloir être plus pur que la pureté même, on en devient aussi être aussi vicieux que le vice lui-même. C'est ça. Parce que là, je veux bien, moi, là, une consentante, je n'ai rien contre les employés d'Hydro-Québec, là, absolument rien. Ils font leur travail, ils le font admirablement bien. Sauf que dans la population, ça jase parce qu'on reçoit une hausse de tarifs, puis tout de suite, là, après ça, les employés reçoivent une prime. Mais comme vous le disiez si bien, Jean-Louis, cette prime-là, si elle était dans la Convention, on respecte la Convention et je suis 100% d'accord. Et c'est là qu'on arrive au niveau des médias. Est-ce que les médias, au lieu de dire que 17 000 employés vont recevoir 80 millions de primes, est-ce que tu dis, oui, la date d'échéance, et d'expliquer pourquoi les 80 millions. Et au niveau de la population, à ce moment-là, on serait exempt de taper sur les gens de l'Hydro, puis de dire, c'est encore eux autres qui nous font... Jean-Louis, c'est tout le temps que nous avions. On aurait voulu parler du financement des partis politiques, du futur CHUM, etc. On a le G20. On a du stock encore pour faire plusieurs émissions. La hausse d'Hydro-Québec. Exactement. J'ai une théorie là-dessus. Hein, merci beaucoup, Jean-Louis, puis bon été à toi. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Il y aura une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir.